Bonjour, Bonjour. 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 Bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous avez les micros coupés pour des questions d'organisation, parce qu'on est assez nombreux. Donc, on attend encore quelques minutes que tout le monde, en tout cas un maximum de participants arrivent. Tu nous entends là maintenant que tu as retiré le machin? Bonjour à tous ceux et toutes celles qui arrivent. Bienvenue. Vous avez d'entrée de jeu vos micros coupés pour des questions d'organisation, parce que vous êtes assez nombreux pour éviter les bruits parasites. Donc voilà, on attend encore quelques minutes avant de commencer. Tout le monde, bonjour. Bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Donc on attend quelques minutes pour accueillir un maximum de personnes, pour pouvoir commencer rapidement. Donc bonjour aux dernières que j'ai pas saluées. Donc je vous propose de commencer, puisqu'on a 1 heure devant nous, ça va être assez rapide. Et puis donc l'ensemble des participants va nous rejoindre au fil de l'eau. Donc bienvenue, merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux, et bienvenue à ce webinaire consacré à la prescription du réemploi des matériaux. Je me présente rapidement. Donc, je suis Bettina Gandon de la CRES Bretagne. Je travaille en tant que chargée de mission économie circulaire, et plus particulièrement à cette filière de réemploi des matériaux à la CRES. Petit point d'organisation assez classique sur les webinaires. Donc, effectivement, vous avez l'ensemble de vos micros coupés pour éviter les bruits parasites.
ce webinaire est enregistré, pour, permettre de le revisionner en replay. Vos caméras sont aussi, coupées, après vous pouvez, les les remettre en marche si vous souhaitez, mais ce webinaire est enregistré. Vous avez un chat qui vous est accessible tout au long du webinaire, où vous allez pouvoir, mettre vos remarques ou toutes vos questions, puisqu'à la fin du webinaire, on aura 10 minutes consacrées aux questions-réponses. Donc, Manuel Henry de Batilab va recueillir l'ensemble de vos remarques et de vos questions tout au long du webinaire, pouvoir les retraiter à la fin. Voilà pour les petits points d'organisation. Peut-être vous dire que ce webinaire s'inscrit dans un programme d'action plus vaste qui est réalisé en partenariat avec Batilab et qui est soutenu par l'éco-organisme Valobat. Donc, vous aurez l'occasion je vous mettrai le lien avec l'ensemble du programme d'action à la fin de ce webinaire. Euh, L'occasion, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous replacer. euh, Alors, attendez, je vois que j'essaie de. euh, Ah, je. Ah, attendez. Voilà, ça y est. Juste quelques petits mots pour vous replacer la dynamique bretonne. Donc effectivement, à la Crèce Bretagne, on travaille sur cette filière-là depuis plusieurs années et notamment, on travaille à l'animation d'un réseau d'acteurs spécialisés sur le réemploi des matériaux solidaires qui regroupe environ 25 structures à l'échelle de la Bretagne que vous pourrez retrouver dans l'annuaire qui est téléchargeable, l'annuaire de l'offre de services. Hum, En quelques mots, ce réseau de spécialistes qui peut concerner aussi bien des associations, structures de l'insertion ou structures commerciales d'utilité sociale recouvre le champ d'activité assez vaste sur l'ensemble de la chaîne de valeur sur cette filière. On a des structures qui sont spécialisées plutôt dans des activités d'ingénierie type AMO, qui peuvent proposer des prestations de diagnostic, AMO, sourcing, études, etc. Et puis des structures qui proposent et ou plutôt des activités opérationnelles qui vont de la dépose préservante à la vente de matériaux de réemploi. Donc ça, c'était pour les petits éléments un peu de contexte de la dynamique bretonne. Euh, on travaille évidemment en étroite coopération avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de cette filière réemploi des matériaux. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on propose un webinaire plutôt destiné à l'offre, à accompagner, sensibiliser l'offre du réemploi des matériaux. Hum, donc voilà, vous pourrez retrouver un petit peu l'ensemble de nos actions à la fin téléchargeables à la fin de ce webinaire. Euh, alors, donc pour ce webinaire d'une heure aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Noémie Colleux qui va intervenir donc de Murmure Réemploi qui se présentera et qui va intervenir essentiellement sur l'ensemble en tout cas les différents types de prescriptions sur le réemploi des matériaux selon la phase et l'étape à laquelle on est dans un projet bâtiment qui peut recouvrir de la rénovation, démolition, mais aussi construction, et que ce soit sur une échelle plutôt urbaine d'aménagement jusqu'à la déclinaison sur un bâtiment. Et puis, nous avons le plaisir aussi d'accueillir Patrick Bernard de Cinétique qui interviendra plutôt, lui, sur la phase travaux et qui nous permettra de cerner un peu les enjeux et notamment les outils principaux de prescription qui sont issus des retours d'expérience du projet Life to Build que vous avez sans doute entendu parler. Et puis, on reviendra sur quelques exemples présentés par Noémie et puis une phase question à la fin de ce webinaire. Voilà, donc je rappelle que vous avez le chat pour exprimer l'ensemble de vos remarques ou de vos questions et je vais laisser la parole tout de suite à Noémie Colleux qui va vous présenter les différents types de prescriptions. Ouais. Elle va vous partager son diaporama. Hop, est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, tu Ouais, ça peux vient. le mettre en... Tac. Oui, Bon. très bien. Ok, donc Murmure et Emploi, on est basé à Rennes et à Nantes. Donc nos activités, c'est le conseil et la coordination. On porte des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou parfois on a le rôle aussi bureau d'études réemploi au sein des groupements de maîtrise d'œuvre. On a une autre activité qui est celle activité de chantier. Donc, notamment, on répond à des lots réemploi, donc au même titre que les entreprises travaux, sur des activités de réemploi et notamment des lots dédiés à la fourniture de produits et matériaux de réemploi. Et on a aussi un pôle qui travaille sur le mobilier. Et je ne l'ai pas dit, mais du coup, je suis une des trois associées cofondatrices de Murmure et Emploi et je suis moi-même basée dans nos bureaux à Rennes. Donc, est-ce que j'arrive à passer? Oui. Donc, globalement, sur la présentation, on va vous parler de réemploi et des trois scénarios de réemploi. Donc, pour rappel, on a le scénario de conservation et de réemploi sur site quand on est dans le cas des rénovations. On va avoir le scénario du réemploi hors site quand on est dans le cas de réno et qu'on ne prévoit pas un réemploi sur site ou dans le cas uniquement de déconstruction. Et au contraire, on a aussi la possibilité de faire de ce qu'on appelle de l'approvisionnement extérieur en réemploi dans le cas de projets neufs. Donc pour le contexte, et ensuite, on a du coup aux différentes échelles, on va avoir différents prescripteurs qui ont des leviers de prescription du réemploi qui vont être pour chacun différents. Donc, on va rentrer dans chacune de ces trois échelles. La première, celle des études urbaines, donc ils vont plutôt être portés par l'aménageur. L'enjeu à ce stade, c'est bien de définir des orientations, d'anticiper un pilotage de la démarche de réemploi à l'échelle plutôt urbaine et d'aborder aussi tout ce qui est question de logistique. Donc les leviers pour l'aménageur à ces stades d'études, ça va être de solliciter ce qu'on peut appeler une étude d'opportunité avec de l'analyse des ressources, donc à l'échelle d'un quartier, on est plutôt sur des analyses macro, pas dans c'est différent du diagnostic ressources ou PEMD qu'on peut vraiment faire à l'échelle bâtiment. On va pouvoir aussi avoir dans ces études d'opportunité l'analyse de l'offre des fournisseurs professionnels locaux de réemploi ou bien de l'analyse de stock interne à l'aménageur potentiellement. Sur ce type d'études, qui solliciter, ça peut être des AMO réemploi, mais ça peut être aussi pour certaines maîtrises d'ouvrage de la ressource en interne ou des compétences dont vous pouvez disposer. Ces études, l'intérêt, c'est qu'elles puissent alimenter ensuite tout ce qui est fiche de l'eau avec des objectifs ou cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères avec des orientations et des recommandations en termes notamment de matière. L'intérêt aussi, ça va être de pré-identifier les besoins en matière d'organisation d'organisation de chantier, en traitant des questions foncières liées notamment au stockage sur site des matières. Pour les objectifs qu'on peut fixer à ces étapes, et globalement, les objectifs de réemploi, ils peuvent être de différents types et donc on en voit une grande diversité. On peut fixer des objectifs à la fois qualitatifs ou plutôt quantitatifs. On vient préciser s'il s'agit de réemploi sur site ou hors site, ou est-ce qu'il s'agit d'approvisionnement extérieur. Nos objectifs de réemploi ils peuvent être aussi traduits avec des indicateurs, donc par exemple des indicateurs en masse, des objectifs de réemploi qui seraient en masse réemployée par rapport à une masse totale réemployable identifiée sur site. Ça peut être des objectifs en coût travaux, notamment, ce qui se fait souvent dans le cas de projets neufs où on cherche à avoir de l'approvisionnement extérieur en réemploi. Et on peut aussi travailler sur du réemploi et le quantifier en impact carbone. Ça aussi, ça s'adapte bien sur des projets de construction neufs.
Et enfin, l'objectif, il doit être aussi précisé en termes de périmètre. Donc ici, on est plutôt à l'échelle de l'îlot ou du projet urbain. Mais après, ces objectifs, ils peuvent se décliner aussi sur l'échelle des bâtiments et l'échelle des... Je vais prendre un exemple pour illustrer ce dont je vous parle. Donc, une étude qui a été faite sur une ZAC avec un cahier des charges qui constituait à faire une analyse macro des flux. Ensuite, l'identification aussi d'acteurs et des opportunités locales de réemploi. Et à partir de ces deux étapes qui forment en fait un diagnostic de territoire, définir des orientations stratégiques et des recommandations sur la logistique et l'organisation de chantier. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la première étape de cette étude qu'on a pu mener qui vise à caractériser les profils types des bâtiments sur cette ZAC. Donc ici, vous avez le profil type des entrepôts qui en fait était une typologie de bâti qui se ressemble entre eux du fait des modes constructifs similaires, tous en construction métallique, avec des bardages en bac à acier ou trespas. Donc un potentiel de réemploi sur l'ensemble de ces bâtiments qui est relativement fort à la fois pour le gros œuvre et le second œuvre. Et donc voilà, on caractérise déjà le bâti. Ensuite, on a eu une étude qui a visé à identifier quelles étaient les filières et les acteurs susceptibles d'être intéressés par ce type de matériaux qui seraient émis. Donc ici, plutôt, donc je l'ai dit, les charpentes, bardages, mais aussi du second œuvre spécifique au tertiaire. Et donc, à partir de ça, on arrive à définir en fait des orientations et des objectifs chiffrés qui sont très spécifiques au projet. Donc, typiquement, là, vous avez les objectifs qu'on a fixés pour des entrepôts, par exemple. L'objectif proposé, permettre à minima la récupération par des filières de 30% en masse des produits et matériaux identifiés comme réemployables dans les PEMD. 30% parce que on sait que la structure et l'enveloppe ont un fort potentiel de réemploi, donc on peut aller chercher vraiment des objectifs ambitieux. Et ensuite, des objectifs qualitatifs et une proposition de déroulé ici, avec une action qui serait recommandée à l'aménageur, d'aller solliciter une assistance à maîtrise d'ouvrage pour aborder l'ensemble des bâtiments de type entrepôt à déconstruire avec une même méthodologie, parce qu'on va avoir finalement les mêmes principes sur la déconstruction sélective, les mêmes principes aussi et potentiellement les mêmes repreneurs pour les différentes matières qui composent les bâtiments. Donc en fait, on peut avoir une approche globale à l'échelle de ce type de bâti. Donc voilà un exemple sur l'échelle urbaine. Ensuite, sur les phases plutôt programmation, donc là, on arrive à l'échelle du bâtiment et donc des prescriptions de la maîtrise d'ouvrage. Là, on va avoir deux stratégies de prescription qui peuvent être différentes suivant les typologies de projets. On a le cas des matériaux des projets sur lesquels on va avoir des matériaux déjà disponibles sur site. Donc là, on est dans la rénovation ou dans la déconstruction. Et les possibilités de réemploi qui vont s'offrir à nous, ça va être principalement réemploi sur site ou hors site. L'autre cas, c'est celui de la construction neuve principalement. On n'a pas de matériaux disponibles sur site, où là, on va être plutôt sur de la stratégie de prescription pour de l'approvisionnement extérieur. Quel que soit en fait ce cas, l'intérêt pour la maîtrise d'ouvrage, ça va être de fixer un cap. Donc, quels sont les leviers? Dans le cas où on a des matériaux disponibles sur site, vraiment l'action à engager, c'est le diagnostic ressources ou le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets lorsqu'il est réglementaire, qui vont viser chacun d'eux à quantifier et caractériser les ressources, définir quel est leur potentiel de valorisation selon la hiérarchie des modes de traitement et faire des propositions de stratégie ensuite. Ici, les acteurs à solliciter, ça peut être également l'AMO Réemploi ou le diagnostiqueur PEMD. Dans le cas de pas de matériaux, les actions à mener, ça va être recensement des filières locales, recensement des chantiers émetteurs de matériaux, soit en interne de la maîtrise d'ouvrage, soit sur un territoire donné, et étude du programme envisagé en fonction de la destination du bâtiment à construire
on va pouvoir donner un avis sur les typologies de matières qui pourraient être issues du réemploi. Et du coup, ça va être plus facile de se préfigurer ce que pourrait être un objectif de réemploi dans le projet. Ces études, elles doivent permettre d'affirmer des intentions, de définir des objectifs chiffrés à intégrer dans la consultation du maître d'œuvre et commencer à décrire aussi les clauses et aussi de définir des critères d'analyse des offres du maître d'œuvre en termes de compétences réemploi ou en termes de référence de groupe. Là aussi, vous retrouvez en fait le même schéma sur les objectifs. L'intérêt, c'est d'affiner ici des objectifs vraiment à l'échelle du projet, voire on peut commencer à aborder des objectifs à l'échelle des lots, mais tout en restant quand même assez souple, puisque la maîtrise d'œuvre viendra affiner ces objectifs suite à la faisabilité. Un exemple d'étude de programmation avec un focus réemploi fait pour l'agglomération de Dinan dans le cadre d'une rénovation-extension d'une crèche. On a mené une courte étude de diagnostic des ressources qui a visé ensuite, à partir de cette identification et cet inventaire, faire une proposition de stratégie. Donc sur cette crèche, 14 tonnes de matériaux de réemploi identifiés comme potentiellement réemployables. Et du fait de ce travail de diagnostic, on a pu proposer vraiment des objectifs très spécifiques au site. Un objectif de tonnage, prévoir la conservation ou le réemploi sur site d'au moins 3,5 tonnes de matière hors famille, couverture, façade et menuiserie extérieure, qui présentaient des particularités spécifiques. On l'a tourné de cette manière-là pour pas que, en fait, que les maîtrises d'œuvre ne choisissent qu'un élément, par exemple, de façade ou de menuiserie extérieure qui permettent de répondre à l'ensemble de cet objectif de tonnage. Un objectif complémentaire en termes de diversité de flux. Les 3,5 tonnes doivent être répartis dans minimum 4 familles de matériaux. Et enfin, des objectifs de moyens. La maîtrise d'œuvre doit étudier précisément le potentiel de conservation des menuiseries extérieures et sur tout ce qui va être réemploi hors site, mobiliser les services de la régie et une ressourcerie locale pour la récupération des éléments non conservés ou réemployés sur la crèche. Donc ça donne des orientations très ciblées et qui nous semblent tout à fait pertinentes pour ce type de projet au stade de la programmation. Je poursuis au stade de la conception avec une approche principalement sur les projets dans lesquels on parle de réemploi sur site ou d'approvisionnement extérieur, puisque Patrick, qui interviendra juste après moi, va ouvrir plus largement sur les autres scénarios. Donc, quand il s'agit de réemployer des matières sur site ou de s'approvisionner auprès des filières du territoire pour intégrer du réemploi dans notre projet, l'enjeu pour la maîtrise d'ouvrage, ça va être la maîtrise d'œuvre, pardon, ça va être bien d'étudier la faisabilité et de voir dans quelle mesure on arrive à prescrire le réemploi dans les marchés. Ici, c'est mener en fait une étude technico-économique du réemploi. Et cette étude, elle est menée par la maîtrise d'œuvre qui peut se faire accompagner par les bureaux d'études réemploi. La faisabilité à ce stade, elle consiste à vraiment caractériser les matériaux de réemploi, décrire les performances attendues et les normes à respecter par la matière, et préciser aussi les quantitatifs et les protocoles de validation de l'aptitude au réemploi qu'on attend, notamment dans le cas où on ne connaît pas encore au stade de la conception les matériaux qui seront véritablement intégrés au projet. On ne connaît pas leur provenance initiale. Donc, ici, un exemple de prescriptions qui peuvent être réalisées par les maîtrises d'œuvre. Donc, on travaille sur l'homogénéité. Est-ce qu'on cherche une homogénéité globale à l'échelle du projet ou alors est-ce qu'on va plutôt rechercher une même référence par espace? Donc, par exemple, sur un projet, ici, vous avez l'exemple des vasques et de la céramique où on recherche une uniformité par bloc sanitaire à minima et un nombre de références limité pour les accessoires et la quincaillerie. On fait aussi des précisions aussi. En fait, on est sur du CCTP performantiel plus que descriptif d'un matériau intégré. On fait aussi un travail sur les quantités et donc leur répartition pour avoir des sous-groupes pour un même produit. Et pour se donner de la flexibilité ensuite au moment des travaux,
au moment de rechercher le matériau de réemploi. On va aussi, à ce stade-là, anticiper quelles sont les conditions de réemployabilité et les critères d'exclusion des matériaux de réemploi, de manière à en fait se donner les règles du jeu en fin de conception sur ce qui sera accepté ou non comme produit ou matériau de réemploi. Donc ici, l'exemple, c'est effectivement qu'on cherche des éléments intacts, sans fissure ni éclat au niveau de la céramique, avec une couche d'émail qui soit préservée. Donc ça définit en fait ce qu'on accepte et ce qu'on n'acceptera pas. Et enfin, dans le cas où on n'a pas de fiche technique, parce que c'est aussi ce qui peut arriver dans le cadre du réemploi, où on n'a pas forcément de fournisseurs professionnalisés qui ont industrialisé le réemploi, en l'absence de fiche technique, on peut décrire directement dans les marchés des entreprises quels sont en fait les process de validation de l'aptitude au réemploi et quels sont les tests à réaliser dans le cas où on n'a pas de fiche technique. Donc ici, ces process, ils se basent sur ce que nous disent en fait les DTU et les normes et aussi la documentation qui est travaillée aujourd'hui au sein des filières du réemploi pour trouver des process alternatifs qui visent à confirmer l'état des éléments. Je vais donner la parole à Patrick pour la suite, qui va approfondir cette partie sur les clauses. Bonjour à tous. Donc, je suis Patrick Bernard, je travaille au sein de l'association Cinétique. C'est une association loi 1901 qui a 15 ans d'existence, qui travaille notamment sur les achats responsables. On porte aussi le réseau RESOC, c'est l'équivalent chez vous de Reseco. Et on porte un projet qui s'appelle le projet Life Waste to Build, donc, qui a été évoqué par Bettina en introduction. Et dans le cadre de ce projet, on a une diversité d'actions et notamment le suivi des chantiers opérants, 75 opérations qu'on conduit. Donc, ce projet européen, juste en deux mots, c'est un budget de 2,7 millions, c'est un cofinancement de l'Europe de 55%. On va retrouver Toulouse Métropole à la manette, hein, le coordinateur du projet. Nous sommes l'AMO technique. Et on va retrouver également le CSTB, que vous connaissez, qui qualifie les matériaux, Envirobat Occitanie, hein, qui est l'équivalent chez vous de Batilab, la Fédération française du bâtiment, TBS, donc l'école de commerce, et l'INEX sur la diffusion du projet européen. Donc, dans le cadre de ce projet européen, je vais détailler un petit peu ce qu'on a mis en place sur la prescription chantier, puisque notre objectif, c'est de produire un kit marché public à l'issue du projet qui se termine en mars 2026. Donc là, on est sur la dernière ligne droite du projet européen, puisqu'il a commencé en 2021 et finit en mars 2026. On va produire un kit marché public qui sera à destination de l'ensemble des parties prenantes et qui sera diffusé en open source. Et je sais que Bettina, à la fin, vous présentera les liens et toutes les ressources, tout sera transmis pour que vous ayez toutes les ressources de notre retour d'expérience euh, autour de ce programme. Donc, 75 opérations. Et pour donner le cadre aussi, on travaille à partir d'une charte économie circulaire pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui ont ces chantiers, ce qui permet de faire des articulations entre les chantiers. Donc, aujourd'hui, on a une trentaine de signataires de notre charte. Et notre objectif global est de créer un guichet sur le territoire avec l'ensemble des maîtrises d'ouvrage et aussi avec Envirobat Occitanie et la métropole à l'échelle régionale, donc une mission de service public pour un guichet territorial et répondre à toutes les questions autour de ces sujets-là et d'être en méta et on va dire, sur ce périmètre-là auprès des donneurs d'ordre régionaux, publics et privés avec lesquels nous travaillons. J'en viens à un petit zoom par rapport à ce qu'évoquait Noémie. Donc, nous, j'ai souhaité zoomer sur notre retour d'expérience sur la prescription des marchés travaux, parce que c'est beaucoup d'interrogations qui se posent à cette étape-là, après tout ce qu'a évoqué Noémie, notamment sur la phase programme, conception. Comment on va traduire nos enjeux, nos objectifs dans le cadre des marchés publics qu'on va lancer. Donc, le réemploi, c'est un peu une randonnée, si je puis dire, et il va falloir qu'on ait l'ensemble des équipements, les piolets, baudriers, quelques sessions d'alpinisme aussi. Donc, on va essayer de s'équiper de différents outils pour régler deux problèmes principaux, qui sont l'incertitude, puisque j'ai une incertitude sur les gisements. J'ai un gisement qui peut disparaître, qui peut être discrétionnaire, avec des volumes qui peut être retardé dans sa déconstruction. On a tout eu comme expérience, du gisement qui est volé, du gisement. Enfin voilà. Donc le gisement étant par définition plus discrétionnaire que sur du gisement classique, on va devoir gérer de l'incertitude sur l'approvisionnement. Mais on va devoir aussi gérer de l'incertitude liée notamment à des étapes de déconstruction.
qui peuvent s'avérer que le matériel, la ressource ne se dépose pas comme prévu. On peut avoir aussi de l'incertitude qui est liée au planning. Finalement, je devais récupérer 50 portes d'un chantier, mais il prend du retard et je ne peux pas les récupérer. Comment je gère cette incertitude? Donc, l'incertitude, c'est ce qui fait un peu reculer tout le monde. Beaucoup de gens se cachent parfois derrière les problématiques assurantielles et ou économiques, où il commence à quand même y avoir de belles réponses fournies par le territoire et par l'ensemble des parties prenantes depuis 4-5 ans. On a structuré des réponses en termes assurantiels et en termes économiques. On a pu démontrer des boucles économiques gagnantes. Un des réels freins, nous, qu'on observe, c'est cette maîtrise de l'incertitude et sur le fait qu'on vient complexifier l'acte de construire par rapport à un approvisionnement classique. Donc, on va avoir ce double enjeu, à la fois de gérer l'incertitude, mais quand même d'optimiser le volet économique, c'est-à-dire comment j'assure le transfert de propriété entre les différentes parties prenantes. Donc, quelles sont les modalités de prescription si je donne, si je vends, si je dépose pour autrui. Donc, quelles sont les modalités juridiques qu'on va traduire ça. Et l'optimisation environnementale, notamment sur le stockage, le transport et l'ensemble des paramètres. Et sur le volet assurantiel, on va voir qu'il y a certaines façons de prescrire qui permettent de limiter les risques assurantiels. Donc, ce sera les deux enjeux qu'on va essayer de traiter ensemble à travers ces 4 outils qui sont évoqués. Un outil assez classique, somme toute, en marché public pour ceux qui sont rompus à l'exercice, qui est l'allotissement des prestations, puisque c'est un b.a.-ba des marchés publics, puisque l'allotissement est la règle. Pas allotir, il faut pouvoir le justifier en marché public, donc notamment. Mais ce que j'évoquerai aujourd'hui sera aussi valable sur les marchés privés, si vous êtes opérateur, promoteur ou AMO pour le compte de promoteur, ça reste vrai. La nécessité d'allotir les prestations, j'y reviendrai en détail. Quel type d'engagement Noémie a commencé à adresser les engagements, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qu'on pouvait évoquer? Et là, je vais venir un peu plus dans le détail, en tout cas sur ce que nous, on applique sur notre retour d'expérience locale et voir les enjeux que ça représente. Enfin, sur les prix, j'évoquerai rapidement les prix avec la complexité, justement, et qu'est-ce qui peut accorder de la souplesse face aux incertitudes, notamment dans la définition des prix. Et enfin, comment challenger les entreprises sur des critères de jugement qui permettent que tout le monde soit corps et main liés sur le projet. Sur l'allotissement des prestations, donc c'est peut-être la slide la plus chargée. Sur l'allotissement des prestations, ce que je peux vous dire, c'est que cet allotissement des prestations, il poursuit de nombreux objectifs. Tout d'abord, avoir des entreprises, des boîtes qui soient vraiment spécialisées sur les thématiques. Si vous voulez faire d'une dépose soignée, il va falloir avoir des entreprises qui ont des compétences en dépose soignée. Si vous souhaitez réemployer des climatiseurs qui ont moins de 6 mois, comme c'est déjà arrivé, il va falloir une entreprise de CVC qui sache démonter ces climatiseurs. Donc ça va être très important d'allotir pour bien avoir des entreprises qui sont des spécialistes du réemploi. Si vous prenez des entreprises classiques et qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur ces matériaux-là, ces ressources-là, elles n'auront pas les ressources en interne et les vocations pour travailler sur ces sujets-là. D'autre part, ça permet de faire travailler les plus petites structures, puisque du coup, en allotissant, vous réduisez le périmètre des prestations. Donc, ça permet, tel que prévoit le code, de viser des structures, des PME, des TPE du territoire, qu'elles fassent ou non partie de l'économie sociale et solidaire. Mais en tout cas, ça va leur permettre de leur donner du travail et d'avoir un périmètre qui correspond à leur échelle. Ça sera un paramètre important. Ensuite, sur le plan assurantiel, je l'évoquais, pourquoi allotir? Allotir parce que lorsque vous souhaitez, sur une ressource dite sensible, pour reprendre mon exemple, vous voulez réemployer des climatiseurs ou des radiateurs. Ce qui sera intéressant, c'est d'imaginer des lots où c'est la même entreprise qui vient déposer chez le maître d'ouvrage A et qui vient reposer chez le maître d'ouvrage B. C'est la colonne E que vous voyez, un lot dépose-repose. Donc, c'est un exemple où vous avez une continuité de travail et donc une continuité assurantielle beaucoup plus forte. Parce que l'entreprise ne va pas dire « Ah, ça a mal été démonté, le radiateur n'a pas été désemboué comme il fallait, la procédure n'a pas été respectée dans le démontage de la menuiserie ». Donc, c'est l'eau de dépose-repose, c'est assez innovant, mais ça se fait. L'idée, ça va être de confier à une entreprise à la fois la mission de dépose et la mission de repose. Alors, sur un même chantier, bon, c'est assez facile. J'ai un chantier, j'isole une partie du curage pour une dépose soignée spécifique à un lot technique et elle vient reposer sur le même chantier. Donc, sur une rénovation, j'allais dire, ça se fait assez facilement. Lorsqu'il y a plusieurs maîtres d'ouvrage qui interviennent, c'est-à-dire que si vous allez chez A, chez un bailleur, c'est ce que nous avons fait pour récupérer des menuiseries et les remettre chez un bailleur B, il va falloir une entente entre ces bailleurs et que le premier bailleur donne le matériau sur le site à l'autre bailleur et que ce deuxième bailleur commande à la fois la dépose et la repose.
ce qui va aussi nous éviter des transferts économiques, puisque du coup, on va avoir un don du matériau avant dépose, et donc un équilibre économique aussi pour le maître d'ouvrage qui fait la déconstruction, la démolition, qui n'aura pas à payer le coût de la dépose soignée. Donc ça permet aussi des équilibrages économiques intéressants. Bien sûr, vous allez pouvoir, avec cet établissement des prestations, aussi imaginer plein de prestations additionnelles, telles que propose Noémie Murmure Emploi, à travers des boutiques éphémères, à travers de nombreuses missions complémentaires que vous allez pouvoir commander. Ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que nous, on vous invite, notre retour d'expérience, si vous voulez faire sur des chantiers émetteurs, c'est-à-dire qui possèdent des ressources, hein, sur un bâtiment existant, si vous voulez faire du réemploi et sauver de la ressource, il faut quand même que vous visiez le plus souvent possible des lots de dépôt soignés spécifiques qui soient bien isolés des lots de démolition. Ça, c'est quelque chose de vraiment systématique qu'on réalise de manière systématique. Sur les chantiers de construction neuve, ce qu'on a mis en place, et Noémie reviendra sur des exemples après, c'est des lots de réemploi, d'acquisition, c'est-à-dire des lots où une entreprise fournit à toutes les autres entreprises qui vont construire le bâtiment des matériaux en réemploi. Ce qui évite à chaque entreprise d'aller chercher, sourcer des matériaux, repérer des fournisseurs. Donc, il y a une entreprise dédiée qui va s'occuper de trouver des matériaux en réemploi pour toutes les autres entreprises qui ne sont peut-être pas encore rompues à l'exercice. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur des chantiers. Ça fonctionne plutôt bien. Ça décharge les entreprises traditionnelles de cette recherche. Ça permet d'avoir un interlocuteur unique et dédié à cet approvisionnement et de sécuriser l'approvisionnement. À cela peut se rajouter un lot assez classique, même s'il est peu utilisé, qu'on appelle parfois lot zéro, un lot de gestion de déchets. Donc, un lot où une entreprise va intervenir pour gérer tous les déchets du chantier. Donc, ça a d'autant plus de sens avec la REP et avec les partenaires que sont Valobat, puisque vous avez une entreprise qui va être spécialisée dans un tri sélectif des déchets, afin d'avoir des reprises progressivement qui seront à zéro hors transport. Donc, d'avoir un gestionnaire des déchets, ça permet de centraliser ça et d'avoir un travail qualitatif. On peut regrouper certaines de ces missions, puisqu'on peut regrouper à la fois la dépose, le réemploi et la gestion des déchets, ce que nous avons fait notamment sur le chantier à Toulouse du Hall 9, c'est une déchetterie urbaine, une rénovation, où nous avons additionné donc tous ces lots pour construire un gros lot économie circulaire, qui est un lot A plus B plus C, c'est-à-dire dépôt soigné, l'entreprise vient déposer, vient fournir aux autres entreprises et gère les déchets sur le chantier. Donc là, on est dans le cas typique d'une rénovation d'un chantier émetteur-récepteur. Si vous avez un chantier qui est uniquement émetteur, vous démolissez un bâtiment, vous pouvez imaginer confier la dépose soignée et la gestion des déchets à la même entreprise. Ce qui permettra de nombreuses synergies et de sauver un maximum de matériaux de la benne, puisque du coup, elle aura la pleine maîtrise à la fois des ressources et des déchets du chantier. Enfin, l'eau dépose-repos, je l'ai évoqué, hein, notamment je le conseille sur des ressources dites sensibles, où ce sera intéressant d'avoir une même entreprise qui vient déposer et reposer. Et il se peut parfois aussi que sur certains chantiers, on a une mission de dépose par les lots techniques. Donc, ça veut dire qu'on va avoir tout le réemploi qui va être fait par un lot dépose soigné, mais on va isoler une ressource pour un réemploi futur par un spécialiste du matériau, parce qu'on considère que cette ressource est trop sensible. Donc, le lot EEF retrouve cette même dimension de sensibilité des lots. Et après, on va varier ces allotissements en fonction de si on est sur du réemploi ex situ, donc sur d'autres opérations, ou in situ sur le site en question. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un vecteur très fort de démultiplication des objectifs du réemploi et des réalisations et des boucles. On a noté sur 75 opérations que les prestations qui étaient confiées, qui étaient alloties, nous amenaient à des résultats bien plus favorables. Mais pour ça, il sera important de réaliser en amont un sourcing, d'aller rencontrer un peu les entreprises qui sont en capacité de conduire ces opérations, notamment autour de ce lot économie circulaire et de toutes les missions qui ont été évoquées. Notamment si vous souhaitez, d'autant plus si vous souhaitez le réserver à des structures de l'insertion ou des structures du handicap. Il faudra être vigilant sur éviter les risques d'infructuosité pour pas en panne sèche durant notre randonnée et avoir vraiment des fournisseurs en capacité de faire. En termes d'engagement, nous, sur le projet Waste to Build, on est parti sur un engagement assez simple, volontairement, un objectif de résultat, à la fois sur le traitement des déchets avec un objectif de 85% de valorisation des déchets, valorisation matière, donc hors enfouissement, incinération, dans la pyramide des déchets que vous connaissez tous,
Donc, on est bien sur le réemploi, le recyclage matière. 70%, c'est la réglementation. Donc, nous, on a appris 15 points de plus que relativement à la réglementation. Et on y arrive aisément à partir du moment où il y a un tri sélectif qui est fait sur chantier. On atteint des pourcentages de valorisation matière en tonnage qui dépassent souvent les 90-95%, sachant que les inertes représentant souvent un poids important du total. Voilà, c'est un peu plus physique, entre guillemets, sur les chantiers de rénovation. On n'a que des corps d'état du second œuvre. Il faudra vraiment un tri très efficace et très sélectif, mais on y arrive. Et sur le réemploi en tant que tel, on a fixé un objectif très ambitieux de 5% de matériaux de seconde main en valeur financière des fournitures. Ça veut dire qu'on prend notre total chantier, on calcule la part de main-d'œuvre et la part de fourniture, et sur cette part de fourniture, on applique 5% de matériaux de seconde main, donc des matériaux en réemploi. Alors, ça peut être par moment quelques matériaux lorsqu'il n'y a pas de réemploi possible en recyclage, par exemple la peinture, mais évidemment, il n'y a pas de peinture en réemploi. Donc là, on valide aussi certains matériaux en 100% recyclés qui s'intègrent dans notre assiette. Donc, des objectifs de résultats opérants sur lesquels je vous invite à aller sur le site Toulouse Métropole, regarder les bilans d'opération, hein, puisqu'il y a déjà 13 bilans qui sont sortis pour regarder l'atteinte de ces objectifs et comment on y est arrivé. On a mis en place aussi sur chantier un référent dédié à l'économie circulaire, une sensibilisation de tous les salariés, avec l'appui notamment de Valobat, de tous les salariés sur chantier, pour qu'ils puissent. On a monté un petit jeu qui s'appelle Jouons le jeu de l'économie circulaire sur chantier, et qui permet aux compagnons, qui maîtrisent ou pas le français d'ailleurs, de travailler sur la réalité du plan d'installation de chantier, le PIC, le plan d'installation de chantier, et de placer les matériaux, les déchets, les ressources sur ce plan d'installation. Et donc, on l'écrit dans les marchés publics, on impose cette sensibilisation pour tous les nouveaux salariés, donc une sensibilisation mensuelle à l'économie circulaire. On prévoit des pénalités qui sont soit connectées au reporting, donc de bien nous renvoyer tous les justificatifs, la traçabilité des éléments, ou soit qui peuvent être liés à des objectifs de résultats. Donc, il y a deux types de pénalités qui sont évidemment harmonisées avec les autres pénalités prévues dans les opérations. Les prescriptions que j'évoque là, les objectifs, soit on les décline par corps d'État, soit elles sont au global. Parfois, on précise les matériaux visés, parfois on laisse la liberté aux entreprises. Donc après, ça va être cette phase d'enquête en amont qui va affiner les grands principes de prescription que je vous présente aujourd'hui. En termes un enjeu fort, nous, sur lequel j'ai voulu zoomer, c'est les prix. Pourquoi les prix? Parce qu'aujourd'hui, sur les prix, on n'est pas sur un système forfaitaire classique forcément, notamment sur tous les chantiers de démolition. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est utiliser des prix mixtes, ce qu'on appelle les prix mixtes, c'est-à-dire d'avoir du forfaitaire avec de la déconstruction et du curage, mais sur la dépose soignée, de proposer des BPU, donc des bordereaux de prix unitaires, pour que vous puissiez commander au fur et à mesure des besoins des portes, des chemins de câbles, des radiateurs, enfin, l'ensemble des éléments que vous pourrez réemployer, ce qui permet d'offrir énormément de souplesse. Parce que si on voit que le parquet bois, par exemple, ne se démonte pas comme prévu, ben on va commander, je sais pas moi, 100 mètres carrés de dépose d'un parquet y a des difficultés techniques à cette dépose, on va pouvoir stopper ce type de commande. Inversement, si on voit qu'on a des acquéreurs pour tel type de ressources, on va pouvoir spécifiquement commander 4 cuvettes WC sur les 80 présentes, par exemple. Donc, ce qui va permettre de rester pragmatique et d'éviter des surcoûts, de tout déposer pour finalement se retrouver avec des matériaux sur les bras sans solution d'exutoire. Donc, le travail qu'on mène, il est assez lourd puisqu'on vérifie à chaque fois les exutoires avant de commander des dépôts soignés. Mais ce qui permet d'avoir une garantie financière et même environnementale adaptée en fait aux exutoires du projet. Sur les chantiers récepteurs, on se retrouve un peu dans des situations différentes. On avait essayé de mettre des prix mixtes, c'est-à-dire d'avoir un prix réemploi, un prix neuf, ou de faire des variantes. Ça n'avait pas très bien fonctionné dans l'exécution. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on met des quantités forfaitaires et on ventile ces quantités. Par exemple, si on a 20 portes sur une résidence étudiante, on va mettre 15 portes, mettons, on estime 15 portes en neuf et 5 portes en réemploi. Et on va demander aux entreprises de nous chiffrer les 2 lignes, ce qui nous permettra d'avoir un prix référence, même si ce n'est pas un prix contractuel, mais on aura un prix référence pour les 2 types de matériaux, et ce qui nous permettra de substituer l'un à l'autre en cas de défaillance durant l'exécution. Voilà. On a testé les variantes, mais c'est désigné dès la notification du contrat, donc ça n'était pas adapté. On a essayé un système forfaitaire mixte, ça n'a pas bien fonctionné non plus.
Donc, nous, pour l'instant, dans l'état de notre R&D, on va dire, sur 75 opérations en cours, on utilise fréquemment ce système de ventilation des quantités en fléchant les quantités en réemploi et les quantités à neuf, ce qui nous permet d'avoir des prix de référence pour chacune des deux et de se créer de la souplesse grâce à cette ventilation. Donc, vous avez des détails en objectif global et en matériaux imposés. Donc, c'est-à-dire, ça rentre un peu dans la technique, mais simplement les avantages et les inconvénients de chaque, ce que je viens d'évoquer. Et c'est là qu'on a retenu ce cas 4 pour les chantiers émetteurs, donc le forfaitaire avec ventilation des quantités, puisqu'on voyait des difficultés, évidemment, lorsqu'on opérait autrement. Alors, en objectif global, il se peut qu'on n'ait pas de matériaux imposés. On peut très bien proposer à l'entreprise de cibler elle-même, et du coup, on n'aura pas cette problématique prix. La problématique prix, elle s'introduit surtout lorsqu'on impose des matériaux. Si on n'impose pas de matériaux, on va se retrouver dans les cas 1 et 2. L'entreprise fixe elle-même le pourcentage de réemploi qu'elle peut atteindre. Je vous le déconseille, notre retour d'expérience n'est pas génial sur le cas 1. Le cas 2, matériaux ciblés par l'entreprise, ça fonctionne plutôt puisque l'entreprise, elle doit atteindre les 5% et elle nous dit quel matériau elle va viser. Mais du coup, on a moins de latitude à lui proposer des matériaux. Et après, pour les matériaux imposés, on vous invite plutôt à utiliser le cas numéro 4, c'est-à-dire qu'on ventile les quantités. Alors, la question, on reviendra après sur les questions, mais ça le relie ce que je viens d'expliquer, c'est que pourquoi on n'utilise pas de prix mix sur les chantiers récepteurs? D'une part, parce que ce n'est pas trop la pratique des maîtres d'ouvrage, et d'autre part, c'est parce que ce qui se produit, c'est qu'on va compter 2 fois les mêmes ressources. C'est-à-dire, si je mets un prix au BPU sur un chantier récepteur en neuf et en réemploi, ben, je vais compter 2 fois la ressource, puisque je vais être obligé après, dans mon analyse des offres, de compiler à la fois toutes les lignes au BPU. Suite à ça, une fois qu'on a défini les prix, qu'on a défini l'engagement, qu'on a défini l'allotissement, et on est bien parti, on va s'intéresser à comment j'évalue les entreprises. Donc, nous, ce qu'on conseille dans toute notre expérience, c'est de ne pas descendre en dessous de 10% sur l'économie circulaire. Sinon, c'est un peu un critère gadget et ça ne fonctionne pas. Enfin, notre retour d'expérience, c'est celui-là. Donc, nous, on est aux alentours de 10-15% de la note globale aujourd'hui qu'on utilise sur les lots visés. Et on vous a mis des exemples de sous-critères économie circulaire qu'on mettait. Donc, pour les chantiers émetteurs, tout dépend si ce sera un lot dépôt soigné, les différents lots que j'ai présentés, mais on va pouvoir évaluer la méthode de dépose, les objectifs en termes de déchets et la recherche d'exutoire. C'est les 3 premiers principaux paramètres qu'on met en sous-critères économie circulaire. Dans un mémoire, on écrit un mémoire, on pose des questions précises, on a des réponses. Et sur les chantiers récepteurs, on va travailler sur le sourcing, comment ils repèrent les matériaux, s'il n'y a pas de lot économie circulaire d'approvisionnement, quels objectifs en réemploi et quelles méthodes pour mettre en œuvre ces matériaux. Voilà ce que je pouvais dire et un petit peu sur quelques grands principes prescripteurs sur le volet travaux. Noémie, je te lance sur l'exemple du lot réemploi. Ouais, c'est juste pour illustrer, en tout cas pour vous dire qu'il se passe des choses sur nos territoires et on en a aussi fait notamment à Nantes avec le département Loire-Atlantique sur le théâtre du Grand T. En fait, c'est vraiment une illustration d'un lot réemploi global dans lequel on a eu l'émission de dépose sélective des matériaux à réintégrer sur le projet, mais aussi à céder dans le cadre de ressourceries éphémères sur le chantier. On avait aussi dans ce lot-là l'organisation des ressourceries éphémères, la mise en stockage, le conditionnement des matériaux et aussi des missions de sourcing et d'approvisionnement extérieur en réemploi pour le projet. Donc on avait vraiment les 3 scénarios de réemploi, la conservation sur site, le hors-site et l'approvisionnement extérieur. Et donc toutes ces missions ont été mises dans le cadre du lot dédié réemploi, auquel ont répondu des structures de l'économie sociale et solidaire, avec en mandataire Océan, qui est une régie de quartier chantier d'insertion à Nantes, qui réalise de la dépose sélective. Murmure et notamment la structure de notre associé à l'époque, la Bel Air, sur la partie coordination coordination, appui technique, fourniture de fiches matériaux, recherche des matériaux pour l'approvisionnement extérieur et échange avec l'ensemble des parties prenantes sur les process et la validation des matériaux qu'on proposait.
Et le troisième co-traitant, Station Service, qui était une ressourcerie de matériaux à Nantes. Donc vraiment un lot réemploi porté par des acteurs de l'ESS qui ont permis en fait de faire toutes les actions de réemploi sur le chantier avec 800 mètres carrés qui étaient sur site, sur le chantier, une zone dédiée au réemploi. Et au global, dans le bilan, 8 tonnes de matériaux de réemploi réutilisés sur le projet et 11 tonnes réemployées en ex-situ. Donc voilà, je pense qu'on peut clore ici les présentations et peut-être, Bettina, tu veux reprendre la main sur la suite? Oui, merci beaucoup à Noémie et à Patrick pour ces deux présentations très riches et très complètes déjà dans cette première approche. Alors, je vois qu'il y a peu de questions, dont une question sur les problématiques de solutions de prémix qui ont été répondues par Patrick. Il y avait une première question qui était plutôt sur la dynamique bretonne et le réseau. Donc, effectivement, on est sur un réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, euh, donc, quid des autres qui ne sont pas dans cette économie sociale et solidaire? Déjà, alors peut-être plusieurs éléments de réponse. Il y a un premier élément, c'est de se dire qu'aujourd'hui, sur les acteurs du réemploi des matériaux, sur cette filière-là, il y a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ils ont été parfois précurseurs, donc c'est ce qui évoque aussi la dynamique en économie sociale et solidaire. Il y a une volonté aussi pour ces acteurs-là de se regrouper parce qu'il y a des valeurs sociales et environnementales qui souhaitent être portées, en tout cas en complémentarité de l'ensemble de la filière. Donc, effectivement, il y a un enjeu à faire réseau et à travailler ensemble par rapport à la communauté des valeurs portées. Après, on a des espaces de coopération, c'est-à-dire que, en fait, il y a une volonté de travailler en échange de pratiques et en réseau et en coopération, de partager des problématiques communes et de faire plaidoyer par moment aussi en lien avec des dynamiques nationales. Par ailleurs, on a des espaces de coopération où il y a du travail en coopération avec l'ensemble de la filière. Alors après, effectivement, peut-être quid des autres acteurs. Il y a un syndicat national qui regroupe l'ensemble des acteurs du réemploi des matériaux pour lequel on est impliqué et certains acteurs du réseau ESS sont aussi dans cette boucle. Donc voilà, il y a d'autres espaces, notamment, je pense à cet espace national qui permet aussi de faire notamment plaidoyer sur ces problématiques de réemploi plus globalement et qui ne sont pas exclusivement réemploi solidaire des matériaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question pour Renan, mais n'hésitez pas à reformuler si vous avez besoin de compléments. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont apparues. Euh, oui, alors il y a une autre question, je pense pour Patrick, sur à Toulouse, a-t-il été expérimenté des clauses formation pour accompagner la montée en compétences? Donc, une question de Franz Dagno de Noria et formation. Euh, Aujourd'hui, non, on n'a pas expérimenté de clause formation pour accompagner la montée en compétences. Alors, ça dépend de quoi on parle. Nous, dans les marchés de maîtrise d'œuvre, on demande aux groupements de maîtrise d'œuvre d'avoir des compétences en réemploi, sachant que Envirobat Occitanie forme les maîtrises d'œuvre au réemploi. Donc ça, c'est en cours. On est en train de mettre en place des formations aussi avec la Fédération française du bâtiment pour les entreprises, mais pour que ce soit quand même vraiment opérant avant de mettre des clauses de formation. Donc là, il y a des formations qui sont en cours de construction par la Fédé du bâtiment. Et pour ce qui nous concerne, par contre, il y a ces clauses de montée en compétence des compagnons sur chantier que j'évoquais, puisque du coup, il y a une sensibilisation mensuelle à l'économie circulaire sur chantier. Donc voilà, il y a trois strates, j'allais dire. Il y a la maîtrise d'œuvre, les entreprises de travaux et les compagnons. Aujourd'hui, maîtrise d'œuvre et compagnons, c'est à peu près c'est mis en place. Et sur les entreprises, il faut attendre la finalisation des formations dédiées par les acteurs et les OPCO des entreprises du BTP. Donc voilà, il y a trois niveaux et
On en a 2 sur 3 pour le moment. Merci. Alors, il y a d'autres questions qui sont apparues. Donc, y a-t-il un agenda des ressourceries par département? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Donc, n'hésitez pas à reformuler votre question. En tout cas, il y a un annuaire des acteurs du réemploi des matériaux solidaires en Bretagne qui est téléchargeable et pour lequel Franz Dagno a déjà téléchargé le lien. S'il y a besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à reformuler. Ensuite, dans le montage des cahiers des charges et des CE, la question des éventuels bénéfices liés aux ventes éphémères ou externes est-elle inclue? En règle générale, vers qui se tourne ce montant? Moi, je peux répondre, Noémie, peut-être compléter. Nous, sur notre territoire, il y a certains chantiers lorsqu'il y a des ressources un peu pépites, hein, lorsqu'il y a matière, hein, si c'est pour récupérer 40 euros, on ne va pas le mettre en place. Mais lorsqu'on a vraiment des ressources importantes, ce qu'on fait, c'est qu'on met des moins-values au contrat. C'est-à-dire que l'entreprise qui fait la dépose soignée nous indique la valeur estimée de revente des matériaux qu'elle va déposer et qui viennent en déduction du prix de dépose. Et c'est vraiment quand on a des matériaux euh, avec des valeurs financières significatives. Voilà, donc on ne le met pas en place systématiquement parce que bon, ça alourdit. Et puis il faut vérifier que le schéma économique pour les opérateurs de dépose tienne aussi la route. Donc c'est les entreprises de dépose qui viennent mentionner le montant de revente estimé. Donc c'est elles qui fixent les règles du jeu hein, puisque c'est elles qui font en tout cas une proposition de contrat, hein, acceptée ou pas par le maîtrise d'ouvrage, dans le cadre des marchés publics. Donc oui, la présence de moins-value sur les chantiers de dépose, c'est quelque chose qui est fait en vue de vente éphémère externe ou en vue de boucle tout simplement. Ça peut être fait, c'est au cas par cas en fonction de la qualité du gisement, ce qui nous concerne. Ouais, et dans le cas des ventes en pied de chantier, on a eu différents cas de figure. Certains pour lesquels bah, c'est la structure qui réalise la vente qui garde les bénéfices. Ça peut être aussi reversé à la maîtrise d'ouvrage, soit sous forme de bah, réduction du montant de la prestation quand on est en direct. C'est quelque chose qu'on peut faire à la fin de la vente éphémère. On regarde ce qui a été vendu et ça vient faire une réduction sur la facture finale. Certaines maîtrises d'ouvrage aussi peuvent faire le choix de reverser ces montants-là à d'autres associations. Enfin, il y a un peu tout qui se met en place. Effectivement, sur les chantiers d'une certaine ampleur, on demande au stade au stade de consultation des entreprises qu'elles affichent des prix de revente. C'est pas forcément facile pour elles de le faire sur tous les matériaux de réemploi parce que ça nécessite d'aller solliciter des repreneurs, qui aient des offres de rachat. Donc c'est peut-être plus informatif que vraiment contractuel ce prix de revente. Merci pour ces réponses. Donc, une autre question sur que des exemples en métropole. Quid des petites mairies? Qui les démarche? Comment les maires sont-elles informés de l'existence de l'ESS et du réemploi? Alors, peut-être pour repréciser sur les canaux de diffusion, par exemple, pour ce webinaire, donc il y a eu 200 inscrits pour lequel il y avait aussi pas mal de communes et de mairies. Donc, on travaille de concert avec que ce soit Batilab ou nous, forcément, on a une communication qui est, en tout cas, à direction des mairies. Donc, ça, c'est la première des choses. Ils font partie du canal de diffusion. Ceci dit, alors, il ne faut pas hésiter à nous interpeller et à vous faire connaître. En tous les cas, la communication est assez large. Il y a aussi, par ailleurs, des exemples sur des plus petites communes. Voilà, ça dépend des visites, ça dépend des outils de sensibilisation qu'on met en place. On travaille aussi de concert avec Brudette, par exemple, qui est un réseau des élus en marche vers le développement durable. Donc, on essaye en tout cas de multiplier les opérations de communication et de diffusion et de sensibilisation qui sont à destination de tous et de toutes les collectivités, quelle que soit leur taille. Mais n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous ou de Batilab ou d'autres acteurs. Voilà. Peut-être une autre question. Dans une
consultation pour un marché de travaux, est-il plus efficace d'avoir des lots dédiés aux missions économie circulaire combinés à quelques lots techniques principaux ou simplement des lots techniques dans lesquels on impose aux candidats des engagements en termes de fournitures issues du réemploi? Ben, moi, je dirais que la réponse de notre retour d'expérience, hein, ça reste relatif dans ce cas d'opération, mais moi, je dirais oui. Lorsqu'on a un lot économie circulaire, on a quelqu'un qui est responsable. Donc, on a vraiment une entité dont c'est la seule mission d'approvisionner les matériaux en réemploi. Donc, si on parle bien d'un marché de travaux, hein, de construction, parce que je ne sais pas le contexte de Jérémy, mais si on parle bien d'un chantier de construction, nous, on trouve que c'est plus efficace d'avoir des lots dédiés à l'économie circulaire. Après, il faut que ce soit l'ambition de la maîtrise d'ouvrage. Tous les maîtres d'ouvrage n'ont pas exactement les mêmes ambitions en termes d'économie circulaire, à lotir, à créer un lot dédié en approvisionnement. C'est d'autant plus vrai que lorsqu'on est sur un site existant, où on va avoir des ressources sur le site, c'est encore plus vrai que c'est plus efficace. Mais ça l'est aussi pour de la construction neuve. Si vous avez une construction neuve et que vous arrivez à faire un lot économie circulaire, que vous arrivez à emporter avec vous la maîtrise d'ouvrage dans cette. Voilà, on n'y arrive pas systématiquement, loin de là. Mais oui, ça marche mieux parce que c'est pas le métier de toutes les entreprises que d'aller sourcer des matériaux en réemploi. Donc, si vous mettez sur les lots techniques, bah, il y a peut-être des entreprises qui auront plus de mal, ou qui joueront moins le jeu, ou qui auront des freins, qui soient voilà, des freins de principe, des freins, il y a différents freins qui peuvent s'opposer à elles. Donc là, évidemment, vous diminuez le nombre de freins. Enfin, nous, ce qu'on observe, c'est ça. Donc, lorsqu'on le peut, on le fait. Ouais, et pour compléter, je dirais que le lot réemploi, c'est en tout cas une solution à ce jour où on a des filières qui sont pas tout à fait structurées, vraiment un levier pour aller chercher toute une diversité de matériaux de réemploi. Et c'est aussi un outil économique qui permet de fiabiliser le gisement, de le stocker, de le préparer. Donc là où, effectivement, comme le dit Patrick, les entreprises, c'est pas forcément leur spécialité d'aller sourcer une matière sur un chantier en ressourcerie ou vers les filières de reconditionnement, bah, le lot réemploi, c'est sa spécialité. Il l'achète, il stocke, et ensuite il le livre aux entreprises au moment où on en a besoin pour la pose. Donc voilà, c'est un outil logistique aussi, en fait. Et c'est vrai que comme c'est une ingénierie un peu innovante, un petit peu, parce que du coup, les entreprises, elles n'ont pas classiquement approvisionnement et pause, mais que pause. D'autres gèrent l'approvisionnement. Donc, on a un lot à pro, en plus sur des ressources en économie circulaire. Ah, donc, c'est pas toujours évident pour tous les maîtres d'ouvrage de franchir le pas. Donc, mais ça reste plus efficace. Ça nécessite un peu plus d'ingénierie en amont pour bien estimer les limites de prestation. Sans rentrer dans le détail, mais il y a quand même des limites de prestation à bien définir. Donc, du coup, il y a un peu plus d'ingénierie initiale. Mais quand vous le pouvez, Jérémy, foncez. Ouais. Et aller à la rencontre aussi des acteurs pour savoir qui est en capacité de répondre à quoi sur votre territoire, parce que c'est pas homogène encore d'un territoire à l'autre, les compétences. Voilà. C'est... Il y a Ronan qui posait une question aussi Oui, voilà. sur les délais, juste pour dire, nous, le retour d'expérience, après, comme je vous dis, ça reste relatif à notre seule expérience, mais nous, on ne note pas de délai supplémentaire, puisque si on ne trouve pas de matériaux en réemploi dans les temps impartis d'approvisionnement du neuf, on va commander du neuf. Par exemple, si je sais qu'il faut 3 mois pour récupérer des garde-corps, pour un exemple, un neuf à commander classiquement en ressources vierges, catalogue, il faut 3 mois pour commander ça. Si à 3 mois que le corps d'État, serrurerie, va intervenir, on n'a toujours pas de garde-corps en réemploi, on commande du neuf. Donc en fait, il n'y a pas dans les délais d'exécution, l'approvisionnement des matériaux en réemploi ne génère pas de délai supplémentaire. Et en phase conception, on travaille énormément en temps masqué. Dès qu'on a le diag PEMD, on est parti, on enquête. Donc aujourd'hui, nous, il n'y a aucun retard qui a été imputable sur 75 opérations, c'est quand même un bon signe. Des retards pour des causes de fouilles archéo, de difficultés d'expropriation, de mille et une raisons, ça on en a tous les jours. Par contre, des retards dédiés à l'économie circulaire, nous, on n'en observe pas. Alors après, c'est vrai que c'est une AMO avec 75 opérations. Je ne sais pas, Noémie, mais nous, on n'a pas repéré de délai. Oui, nous non plus, parce qu'on fait en sorte de monter les marchés pour que le réemploi ne vienne pas mettre en péril le planning de chantier. Par contre, on a eu des exemples quand on a été fournisseur de matériaux de réemploi pour une école à Nantes aussi, où on avait un chantier de 1 an et on devait fournir du bardage bois de réemploi.
le bardage, c'est quand même un matériau qu'il faut fournir tôt dans le planning du chantier et dont le sourcing n'avait pas forcément été très anticipé en phase conception. Et en fait, on n'a pas eu les délais suffisants pour trouver ce bardage-là et le fournir en fait dans les quelques premiers mois du chantier. Et donc, cette piste, elle a été abandonnée finalement du fait de délais trop courts pour le sourcing. Mais ça, c'est parce qu'on était vraiment dans le cas d'un chantier en un an, alors que voilà, un chantier à 11 millions en un an, c'est assez rare quand même. Ok, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Je vous propose de clôturer le webinaire. Je voulais juste, avant de clôturer, vous rappelez, donc vous allez recevoir ces diapos qui recensent l'ensemble des outils et des publications qu'on a pu faire, que ce soit au sein de la CRES Bretagne, mais aussi tous les outils dont a parlé Patrick, réalisés dans le cadre du projet Life to Build. Life Ways to Build, et puis quelques ressources aussi qui sont proposées par Batilab, notamment, je pense à cette journée de Saint-Brieuc qui a eu lieu il y a quelques mois. Vous retrouverez l'ensemble du programme d'action dans lequel s'intègre ce webinaire. Et ce que j'ai pas dit aussi pour répondre revenir sur les problématiques des destinataires. Sachez qu'il y a des programmes sur des territoires en lien avec Batilab, des programmes de sensibilisation et d'accompagnement de PCI et qui englobent aussi effectivement à destination et qui sont à destination des mairies et des plus petites communes. Voilà, merci à tout le monde. Vous retrouverez également les contacts de Noémie et de Patrick. Je les remercie vivement de la qualité de leurs interventions. Vous dire également que c'est une première approche sur la prescription du réemploi. C'est évidemment un sujet très vaste et infini. Donc, je vous enverrai le lien vers le replay et vers un questionneur. N'hésitez pas à amener vos remarques et à nous dire ce sur quoi vous souhaiteriez avoir des compléments ou des précisions pour qu'on organise potentiellement des nouveaux webinaires sur ce sujet. N'hésitez vraiment pas et j'espère que ce webinaire aura permis de répondre à quelques-unes de vos interrogations et vous aura encouragé à prescrire le réemploi des matériaux. Voilà, je reste à disposition si vous souhaitez des compléments. Merci à tout le monde, merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci, au revoir.